Vous me faites rigoler là avec vos PS3 à 3 ou 4 kilos. Vous voulez que je vous montre la mienne? Voilà. Ça, c'est une PS3 qui fait 18 kilos. Et on peut même faire des jeux avec. Bien, après cette introduction à l'humour fracassant, j'ai en effet un nouveau kit de développement à vous proposer en inspection, et cette fois, il s'agit d'un kit pour console PlayStation 3 de Sony. Et il y a à peine 2 mois, il était encore en service dans le studio de développement de jeux vidéo qui me l'a prêté et à qui il faut que je rende dans exactement le même état, parce que je suppose qu'ils vont encore s'en servir. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que vous avez vu l'engin, je pense qu'il y a vraiment un paquet de trucs à découvrir. Et quand je vous disais qu'elle pesait 18 kg, je ne vous mentais pas. Par contre, ce qui n'était pas tout à fait exact, c'est que ça n'est pas vraiment une console PS3, c'est un système de développement de jeux pour PS3, et vous constatez d'ailleurs qu'il a plutôt l'apparence d'un serveur qu'on peut trouver dans une baie. Sur sa face avant, on trouve 4 ports USB sur lesquels viennent se brancher les manettes, plus 2 extras, des emplacements pour cartouches PCMCIA, SD, mini SD et des disques durs, une série de 8 switches et LED GPIO, quelques LED de notification et des boutons d'initialisation, et l'emplacement du lecteur Blu-ray. Sur la face arrière, on a le bloc d'alim à droite et à sa gauche se trouve toute la connectique pour les sorties audio-vidéo. Sortie son optique, moniteur VGA et HDMI, ensuite le RJ45 femelle pour le LAN et la prise antenne pour le Wi-Fi, les 4 sorties audio analogiques et un second RJ45 femelle pour y raccorder le PC de développement. Le modèle que j'ai ici est le DECR 1000A, et comme pour les précédents, il est bien inscrit que ce kit est soumis à une licence. Alors avant de le décortiquer, je vais le mettre en route une fois. Les disques durs sont montés sur des mini-racks qui s'éjectent quand on presse ce bouton. Rien d'exotique en termes de facteur de forme, on a des disques SATA 3 pouces et demi. Je ne sais pas s'ils sont tous équipés de 2 disques, mais en tout cas c'est le cas de celui-ci. Je vais donc le démarrer. Il faut appuyer une première fois pour le mettre en stand-by et une seconde pour qu'il se lance. Et en termes de nuisance sonore, c'est tout à fait raisonnable, sans doute équivalent à un gros PC. Pendant que j'y pense, sachez que ce kit était proposé au studio pour la somme de 15 000 € à sa sortie, et Sony a ensuite divisé ce prix par 2 quelques années après. Voilà donc ce que l'on trouve une fois le capot retiré, avec son bloc d'alim allongé, et sans grande surprise, les entrailles se trouvent sous ce blindage, il me reste plus qu'à dévisser tout ça. Je commence par le panneau central qui est en 2 parties et qui à mon avis renferme la carte mère. Alors j'aperçois ce qui ressemblerait au conduit reliant les radiateurs au ventilo et par lesquels l'air chaud circule pour être expulsé du châssis. Et en effet, c'est bien ça, ces blocs en plastique font bien partie du système de refroidissement des processeurs. Ce troisième et dernier panneau doit donc renfermer les ventilateurs, en plus des disques durs et du lecteur Blu-ray. Voilà, on a là un premier aperçu du contenu de la machine. Ces 2 énormes radiateurs ont donc la charge de la régulation thermique des 2 processeurs qui sont dessous, en l'occurrence le CEL qui est le CPU et le RSX qui est le GPU. Je vais déjà commencer par libérer ces conduits, et pour ça il faut retirer du passage ces 2 connecteurs qui relient chaque disque dur à la carte mère. Ils sont libellés ATA 0 et ATA 1. Vous pouvez aussi constater que leur masse est reliée au châssis. Ensuite, je retire le connecteur ATX qui alimente le circuit imprimé sur lequel sont regroupés tous les périphériques. Voilà, donc j'ai dévissé les 3 conduits et il ne me reste plus qu'à les retirer. Alors c'est typiquement le genre de topologie de pièces que l'on retrouve dans les serveurs rackables.
puisqu'ils ne font que quelques centimètres d'épaisseur pour que l'air frais soit capturé par l'avant et l'air chaud soit extrait par l'arrière du châssis. Maintenant, pour que je puisse retirer le boîtier d'alim et l'observer en détail, je vais débrancher ces deux connecteurs qui s'apparentent à des ATX, et à mon avis, s'il y en a deux, c'est a priori pour jouer la carte de la redondance principale auxiliaire, car ils disposent tous les deux de la même circuiterie de régulation. On verra ça tout à l'heure. Voilà, vous voyez que ce sont bien les mêmes ATX. Donc tous les câbles d'alim étant désormais détachés, je peux facilement retirer le bloc. Le fabricant est donc le japonais Nichicon, et quand on sait qu'il fait partie du top 3 des fabricants de condensateurs, nul doute qu'on va trouver de la qualité là-dedans. Au niveau des specs, cette alim fonctionne en 100 à 240 volts courant alternatif jusqu'à 9,5 A, et en sortie en courant continu stabilisé, elle fournit plus 5 volts sub jusqu'à 1,6 A, plus 3,3 volts jusqu'à 23 A, plus 5 volts jusqu'à 8,2 A, et plus 12 volts jusqu'à 31,2 A, et quand on fait le calcul, ça donne au total 500 watts de puissance. Et au premier coup d'œil de sa structure, on comprend tout de suite qu'on a affaire à du très lourd en termes de qualité de conception. On a une architecture en partie modulaire et les finitions sont absolument irréprochables. Alors pour qu'on y voit plus clair, je vais retirer ce circuit supérieur. Je vais quand même éviter de le mettre en pièces. Regardez-moi cette armée d'optocoupleurs qui assure l'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire. Sur ce circuit, on a également le primaire, l'isolation galvanique et le secondaire, mais c'est du courant continu. Ça sous-entend donc qu'il s'agit d'un module autonome qui fournit probablement du 5 volts. On va essayer d'en savoir plus. Et déjà, je vois ici un transistor de découpage. L'entrée est protégée par un fusible de 3 A, ici un transistor de puissance, et là ce transistor MOSFET MIP3E7 en boîtier TO220, dont la tâche est d'injecter la tension découpée à haute fréquence dans ce transfo et par ses photocoupleurs. Et bien entendu, la tension récupérée dans le secondaire est filtrée. On a là toute une batterie de condensateurs Nichicon 10 volts 1500 microfarad. Et le redressement passe par cette diode Schottky de 3 broches à cathode commune. Et j'ai noté un petit détail tout à l'heure. Regardez comment ils ont pris la peine de poser une petite bague ferromagnétique autour de la première broche de ce MOSFET pour atténuer les fréquences indésirables. Et on peut aussi noter cette résistance céramique de 0,01 ohm. Donc si on fait rapidement le tour, le courant entre ici à travers ce fusible. Je vois plusieurs inductances de lissage et quelques condensateurs suppresseurs d'interférence pour nettoyer un peu les parasites du courant alternatif. Ils ont fait en sorte que le courant qui arrive au pont de diode soit le plus propre possible. Par contre, je n'arrive pas à voir ce pont de diode justement qui est caché quelque part en dessous. Au fond, tout là-bas, on a les transistors de découpage fixés à leur radiateur. Et bien sûr, les deux gros condensateurs réservoirs d'énergie de 420 volts chacun à 105 degrés. Par contre, je n'arrive pas à voir la capacité. Et vous l'aurez deviné, c'est forcément du Nichicon. Sur le circuit vertical, au niveau du primaire, on a par là le circuit de contrôle du découpage, et j'ai compté pas moins de 9 optocoupleurs qui transmettent le signal de l'autre côté. Le contrôleur de largeur d'impulsion est ce circuit intégré M51995, les autres sont des amplificateurs opérationnels. Ces résistances de couleur bleu ciel sont de fabrication japonaise supposée de qualité supérieure. Au même niveau que les 9 optocoupleurs se trouve le transformateur principal dont le secondaire doit délivrer le 12 volts à filtrer et à stabiliser par le reste des composants. Je vois 4 diodes Schottky, une dizaine de condensateurs et bien sûr ces 3 grosses bobines. Bref, voilà pour l'analyse du bloc d'alim. Revenons maintenant sur le châssis avec le circuit qui contrôle les périphériques de stockage alimentés ici. Cette première nappe flexible relie la carte mère à ce contrôleur. Et cette seconde nappe relie la carte mère au lecteur Blu-ray. Pour ce qui est des autres câbles, j'avoue ne pas trop voir à quoi ils sont rattachés, mais ce qui est sûr, c'est que celui-ci est un câble SATA. Et je constate que ce sont les composants Marvell qui sont utilisés pour chaque niveau de contrôle.
On peut maintenant s'attarder sur la carte mère et ses organes, et on commence par observer cette partie composée de deux cartes filles. La première est celle-ci, et un connecteur la rattache directement à la carte mère, connecteur qui me semble très propriétaire. Donc je l'enlève. Double face sans surprise, on va regarder ça en détail. Et la seconde carte fille apparaît bien sûr en dessous, et je m'empresse de la retirer à son tour. Également double face. Beaucoup de choses à dire sur cette première carte fille qui va faire office d'interface entre le PC de développement et ce kit PS3. On a une pile bouton de 3 volts ici. Le premier des gros boîtiers est cet FPGA Xilinx qui est de la famille Virtex 2, aujourd'hui obsolète mais plutôt puissant pour l'époque avec 1 million de portes logiques. À côté on trouve un contrôleur Ethernet Gigabit Intel, et le plus gros BGA des trois est ce processeur ou CPLD propriétaire Sony dont il n'existe évidemment aucun datasheet, mais il me paraît logique que cette EEPROM contienne le code qui le fait tourner. On a ensuite de la mémoire SDRAM DDR Samsung pour ce processeur, 2 sur cette face et 2 autres de l'autre côté d'une capacité de 32 Mb sur 16 bits chacune, soit 256 mégaoctets en tout. Un autre petit boîtier BGA Sony inconnu. De la mémoire flash NAND Samsung, celle-ci peut contenir 128 mégaoctets et elle stocke très probablement la configuration du FPGA Xilinx. Beaucoup de condensateurs de découplage, normal vu la grande quantité de circuits intégrés qui peuplent cette carte. Et on a une petite chaîne locale de régulation de tension ici. Et une autre beaucoup plus importante ici avec entre autres une série de convertisseurs Buck TPS 54315. Et je me demande bien sur quoi joue la configuration de ces interrupteurs Deep Switch. On passe maintenant à la seconde carte fille qui fait toujours partie du module d'interface entre le kit de dev et par exemple le compilateur Visual Studio sous Windows. Et on trouve cette fois un autre FPGA Xilinx, celui-ci est un Spartan de plus de 17 000 cellules logiques, raisonnable mais pas non plus démesuré. Juste en dessous, il dispose de son quartz d'une fréquence de 133 MHz, et on trouve à nouveau deux petits blocs de 4 Deep Switch avec leur LED associé, ainsi qu'un bouton poussoir au centre, sans doute un reset. Ce connecteur carte à carte est celui qui vient se plugger dans la carte mère. Ces mémoires DDR Samsung sont visiblement dédiées au FPGA Spartan, elles sont au nombre de 4, les deux autres sont de l'autre côté. Et là encore, on trouve une grande quantité de condensateurs de découplage pour le FPGA, dont quelques-uns en céramique. Pour finir, comme sur la première carte fille, on a une importante portion dédiée à la régulation de tension ainsi qu'au filtrage du courant, et on trouve d'ailleurs exactement les mêmes composants. On poursuit notre inspection de la carte mère avec ce petit blindage et ce boîtier BGA caché sous ce radiateur. Et au vu de la position de ce blindage par rapport à la sortie de l'antenne Wi-Fi, je pense qu'il s'agit du circuit qui contrôle la communication sans fil. En effet, ça m'en a tout l'air. L'antenne se fixe donc sur ce connecteur, et quand on suit la piste du circuit, on arrive à ce premier boîtier qui est à mon avis l'émetteur-récepteur Bluetooth, et qui continue vers ce second boîtier qui m'apparaît être comme l'émetteur-récepteur Wi-Fi. Par contre, les deux sont scellés, donc il sera impossible de voir l'intérieur de ces blindages. Pour le reste, rien de très intéressant. Voyons maintenant ce qui se cache sous ce petit radiateur. Il s'agit bien sûr d'un chipset Sony et sa référence est CXD2973AGB. Vous avez donc sous les yeux le Southbridge. Dans une console PS3, ce processeur a la référence CXD2984, mais il a exactement la même fonction. Ce processeur a pour nom de code Starship 2 et il permet au Southbridge de contrôler les deux modules de mémoire NAND qu'il gère lui-même. Celui-ci est le SoC ARM7 qui est en charge de contrôler l'alimentation générale de tous les systèmes de la machine. Et comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons là les deux principaux étages d'alimentation de la carte mère, l'étage principal et l'étage auxiliaire. Je ne sais pas s'il sera possible de voir les composants qui se trouvent sous ce radiateur, je crains qu'ils soient collés. Et oui, c'est le cas.
Il y a une chose que l'on n'a pas encore vue, ce sont les mémoires dédiées au CPU et au GPU, et à mon avis leur puce se trouve sous ce blindage, mais étant donné qu'il est scellé aux 4 coins, on ne pourra malheureusement pas les voir. Le dernier endroit de la carte mère sur lequel on ne s'est pas attardé est ici, avec ces 2 circuits intégrés qui me semblent être des contrôleurs de disque, et aussi là-bas où on aperçoit un autre FPGA Spartan, le même que précédemment. Par contre, j'avoue ne pas savoir sa fonction précise. Et vous pouvez aussi admirer la conception de ces 2 radiateurs qui doivent dissiper la puissance thermique dégagée par chaque processeur. Pour finir notre tour d'horizon, petit passage au niveau du lecteur Blu-ray qui est strictement identique à celui d'une console PS3, rattaché d'ailleurs par la même nappe flexible. Et sans surprise, ce type de ventilateur s'apparente à ce que l'on trouve aussi pour extraire l'air dans les serveurs. Et ici, un composant Marvel assez inattendu, un pont SATA 1,5 Go par seconde vers du PATA 133. Et voilà qui conclut cet épisode d'inspection d'un kit de développement pour PS3 qui, une fois de plus, est d'une conception irréprochable de la part de Sony, avec un boîtier d'alimentation robuste, plusieurs architectures de processeurs différentes fonctionnant en parfaite cohésion, le tout piloté depuis un PC sous Windows, 2 disques durs de 400 Go chacun, un Blu-ray, etc. Et rappelez-vous bien que tous les jeux existants à ce jour pour cette console ont été uniquement créés sur cette machine par des milliers de développeurs à travers le monde.